Ouais, bah, moi, je suis un mauvais élève à la base, hein. Je suis quitté l'école à 16 ans. Je suis rentré dans la vie active assez rapidement. Et puis après, j'ai utilisé les leviers de la formation professionnelle, moi, pour refaire des diplômes à mon époque. Donc, ça m'a déjà servi à ce niveau-là et je trouvais que ça avait du sens. Après, j'ai fait 17 ans dans la restauration étoilée Michelin dans le sud de la France, Ouais. dans trois établissements, le Negresco, le Joannac avait deux étoiles Michelin, qui était le premier établissement dans la Ducasse. Et après, j'ai fondé mon restaurant qui s'appelait Parcours sur les hauteurs de Nice, qui a eu une étoile Michelin la première année. Et donc, comme on est dans une région saisonnière, assez rapidement, dès l'âge de 26-27 ans, l'hiver, bah, j'avais pas grand-chose à faire, donc j'ai commencé à m'intéresser un peu à la transmission, parce que ça me parlait. J'ai enseigné dans le cadre du lycée hôtelier de Nice, dans le cadre des Greta, etc. Voilà, j'étais le premier contact avec on va dire, l'enseignement. J'ai passé tous ces concours là, qui m'ont aidé, qui me permettent aujourd'hui aussi de valoriser mon parcours et de valoriser tout ce que j'ai pu faire. Et en 2007, après de nombreuses années dans la restauration, j'avais envie de faire autre chose. Et je me suis dit que bah, voilà, à 36-37 ans, j'avais déjà un parcours assez riche, euh, avec presque 20 ans d'expérience. Donc je me suis dit, je vais me diriger vers l'enseignement. Donc là, j'ai commencé à faire de la formation pour les autres, puis après, je me suis mis à mon compte, seul, d'abord pour les restaurants et tout, aussi pour la grande distribution. C'est D'accord. intéressant parce que complètement par hasard, par un lien familial, je suis arrivé chez Auchan et chez Cora. Et je me rappellerai toujours, on m'avait demandé de faire un module de formation sur les vins de Bourgogne pour des chefs de rayon. Donc moi, j'étais arrivé avec un truc bien technique. Mhm. Au bout d'un quart d'heure, il y a un gars qui s'est endormi. Donc je me suis dit que, bon voilà, ça s'est passé comme ça s'est passé. Et je me suis dit que finalement, être formateur ou travailler dans la formation, c'était un autre métier aussi. C'est un Oui. autre métier que celui du vin. Donc, voilà, je suis parti faire des stages à Harvard aux États-Unis sur la pédagogie. Je suis parti faire un certain nombre de choses. Voilà, j'ai entamé tout un travail sur la compréhension de la pédagogie. Euh, voilà. Donc, après ça, je détaillerai ça un petit peu plus loin. Donc, j'ai fondé mon OF. Moi, j'ai fait perdurer mon organisme de formation sous différents statuts juridiques. Ensuite, je trouvais qu'on faisait beaucoup de formations courtes, donc je me suis trouvé un peu à l'étroit là-dedans. Et je me suis dit qu'on avait plein de choses à amener, donc on a entamé la mise en place d'un titre RNCP. Donc voilà, on a fait 3 sessions à blanc, enfin tout ce qui est demandé. On a monté le dossier donc on a commencé en 2013, le dossier est passé à la CNCP en 2016, donc avec un effet rétroactif sur les 3 promos antérieurs. Donc voilà, depuis D'accord. 2013, on a notre titre RNCP qui a été déjà renouvelé 2 fois. Voilà, donc jusqu'en 2019, il était principalement orienté, donc c'est sommelier caviste ambassadeur en gastronomie. Il était principalement orienté sur des professionnels au départ, chefs de Ouais. rang, etc., qui on utilisait beaucoup la professionnalisation, enfin, la période de pro à l'époque, faire monter Mhm. en compétences des salariés. Et en 2019, bah, vous connaissez le séisme de la réforme, Bien avec sûr. une réorientation sur la libéralisation de l'apprentissage, etc. Donc, du coup, on a basculé dans l'apprentissage en 2019-2020 avec succès, parce qu'aujourd'hui, on est présent sur 18 villes en France, on fait à peu près 300 apprenants par an, ce qui est vraiment hyper chouette, voilà, avec un taux d'insertion professionnelle à 87%, donc ça, c'est quand même top. Ouais. Oui, Ouais, oui, c'est c'est un très beau, beau chiffre. ouais, c'est Mhm. un bon chiffre, on est content, on a de bonnes relations avec les entreprises. Et puis, parallèlement à ça, on utilise des blocs de compétences de notre diplôme pour faire monter en compétences des professionnels ou des gens qui sont sur des projets de reconversion que j'appelle light, hein, qui ne sont pas sur des parcours, des changements totaux c'est des gens qui sont chefs de rang, qui deviennent sommeliers, ou des D'accord, oui, qui sont déjà dans le milieu. ouais, je sais pas, des gens qui ont une épicerie fine, qui veulent la transformer en cave, enfin, je ne sais quoi. Voilà. Donc aujourd'hui, voilà, l'école a la particularité de ne faire que du certifiant. Euh, Très voilà. bien. Un peu la marque de fabrique autour de notre titre RNCP sur tout le territoire national. Très Et, bien. et ça fonctionne bien, on est content. On a fait beaucoup de choses. Enfin, moi, entre 2002 et 2010, j'ai beaucoup voyagé en Asie. Je n'ai pas vraiment travaillé sur des missions 6 mois, 1 an, mais j'ai fait beaucoup de formations, de missions 15 jours, 3 semaines, etc., dans beaucoup de pays pour promouvoir les vins français, les gastronomies françaises, à la fois pour le gouvernement français ou pour des importateurs.
Ouais, donc du coup, etc. Et c'est vrai qu'on a une joint venture là, avec une université du Vietnam. Donc on relance le projet là, qui a été un peu mis à cause des lockdowns, des confinements. Oui, Et bien sûr, ouais, avec le amené, Covid. Ouais. ça a été un peu compliqué. Puis le Vietnam, c'est un pays communiste, donc ils ont quand même fermé pas mal de choses. Enfin, voilà, il y a eu, c'est un peu comme la Chine, ils ont eu une Oui, bien sûr. politique Covid très stricte. Voilà, donc c'est vrai que ça a un peu bloqué le développement de ça, mais voilà, on y revient tranquillement. Et c'est vrai que là, l'école va prendre, là on ouvre le marché suisse cette année, donc l'école prend tranquillement un chemin à l'international, tranquillement. Ça, c'est quelque chose qu'on a mis en place après le Covid, Oui, comme je pense beaucoup d'organisations oui, de formation complètement. d'école. En fait, bon, pour être franc, j'étais un peu tiède moi sur le sujet. Mais bon, on a eu une demande et c'est intéressant parce qu'aujourd'hui, on fait autant sur les blocs de compétences du titre, on fait autant de distanciel que de présentiel. D'accord. Ah oui, Ouais, c'est à part incroyable. égale. Ok. Très franchement, ouais, parce qu'en fait, il y a deux publics qui ont deux besoins différents. Parce qu'il y a des gens qui veulent faire du présentiel, il y a des gens qui, pour des raisons, parce que nous, on est présent dans 6-7 villes, qui ne peuvent pas, parce que la formation fait quand même 9 jours, ou si Oui, on fait 9 samedis, enfin voilà, ou 9 samedis ou 9 jours, etc., voilà, c'est quand même une formation conséquente. Donc la flexibilité du digital fonctionne bien. Donc ça, c'est une vraie surprise. Voilà, moi, je ne m'y attendais pas trop. Et c'est vrai qu'en plus, nous, dans nos formations, on a une formation qui est extrêmement expérientielle, puisque elle d'accord. est fondamentalement basée, moi, par rapport au handicap de mon fils. Mon fils a fait toute sa scolarité en Montessori. Donc, je suis membre de l'association Montessori France. J'ai beaucoup travaillé sur les méthodes de Marianne Montessori. Donc, c'est hyper sensoriel et hyper expérientiel. Et c'est vrai que transposer ça dans le digital, ça n'a pas été simple. Donc, on a beaucoup réfléchi. Et en fait, on a fait que cette formation digitale, elle est vraiment vécue comme un voyage. Et on demande beaucoup, il y a beaucoup d'ateliers immersifs. Alors, il y a un learning management system avec des vidéos, des quiz, enfin, voilà, ce qui se fait de façon un peu Oui, assez classique, ouais. assez classique. On demande beaucoup à nos apprenants aussi de nous renvoyer des choses, c'est-à-dire de se mettre en situation, de se filmer. Voilà. Il y a un forum d'échange, il y a 6 masterclass qui sont proposés. Voilà. Donc, en fait, les apprenants reçoivent une boîte chez eux avec des mini-bouteilles de dégustation de vin et avec Ok. des kits pour réaliser des expériences. Donc, dans ce kit, il y a par exemple il y a un bandeau pour travailler les yeux bandés sur la dégustation. Hmm, Il y a des cailloux il y a des cailloux qui vont toucher, voilà, où ils vont travailler leur sensorialité pour travailler le lien avec le terroir. Il y a des kits, il y a un kit par exemple avec des étoffes, de la soie, de la toile de jute, etc. pour travailler la dimension tactile du vin. Donc, et ça, si vous voulez, sur le Learning Management System, ils partagent leurs sensations, ils peuvent se retrouver dans des mini-groupes en Zoom avec d'autres participants pour échanger sur ce qu'ils ont vécu. Enfin, voilà, on a essayé vraiment ce qui fait l'esprit de Maria Montessori, c'est le groupe et le partage et l'autonomie. Et donc, on met beaucoup en autonomie. On demande aussi, par exemple, à nos apprenants de réaliser ce qu'on appelle des défis terrain. C'est-à-dire qu'on leur ouais. demande, par exemple, d'organiser une dégustation avec le matériel qu'ils ont pour leur famille. Il y a un truc, par exemple, il y a un exercice pour impliquer les enfants sur des boissons non alcoolisées. Voilà, par Ouais, exemple, c'est super. Hmm, ils ont un kit, par exemple, pour colorer. Ils ont un kit de colorants et pour leur faire comprendre que, par exemple, la vue, c'est pour ça qu'on déguste à l'école avec les yeux bandés, la vue est un sens prédominant sur les autres. En fait, on leur propose de colorer un jus d'orange avec un colorant vert et demander aux enfants s'ils pensent que c'est de la menthe ou pas. d'accord. Ah ouais, c'est super Et, ouais, expérience. et c'est extrêmement déroutant parce que nous, quand on regarde un jus, quelque chose qui est vert, automatiquement dans le référentiel gustatif, c'est de la menthe. Donc, les gens goûtent, mais ça n'a pas goût de menthe. Donc il y a un bug dans le cerveau. Hmm, Voilà, bon, après ils le savent, mais c'est intéressant ça. C'est intéressant de voilà. Donc il y a plein d'expériences comme ça qui sont proposées dans le parcours de dégustation. On a beaucoup travaillé aussi avec un neuroscientifique sur la cognition, sur les biais cognitifs d'apprentissage, etc. Donc, c'est un vrai succès, hein, on ne s'y attendait vraiment pas. Et ça nous pousse à vraiment à digitaliser. On a digitalisé du coup une partie de notre parcours de formation sur le sommeil caviste. Voilà, tout en conservant bien sûr. Et on va sortir prochainement, je pense, une formation blended.
Donc, globalement, nous, on connaît bien ISQ, comme je le disais, on est accompagné depuis 95, on a d'abord été au PQF, puis ensuite, Oui, vous êtes un client historique. quand OPQF a disparu, ben, on est passé Calliope. Voilà, donc c'est vrai que du coup, le côté certification, on était un peu dedans déjà. On avait déjà mis en place des process, etc. Oui, de système qualité. Le système qualité. Je pense que le conseil que je vous donnerais, c'est qu'en fait, il faut vraiment être. C'est un peu quelque chose de. Il faut être assez pragmatique. Il ne faut pas non plus trop s'en faire une montagne. Parce que c'est un côté. Calliope, c'est un côté assez mécanique finalement. Il faut prendre les critères un par un, diagnostiquer soi-même ou faire un prêt. Alors, moi, sur la première, on avait fait appel à vos services pour un pré-diagnostic. Oui, un On audit était blanc, ouais. déjà, voilà, on avait pu identifier les axes d'amélioration qu'on devait mettre en place. Comme ça, le jour de l'audit, bah, on n'est pas surpris, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? On Bien a une sûr. préparation en amont, vu les enjeux. Je pense qu'il faut descendre les critères, faut pas hésiter à échanger même avec son certificateur avant. Je sais pas, moi, par exemple, avant l'audit de surveillance, on m'a envoyé un petit mail à ISQ en leur disant, voilà, bah, tiens, on a un audit de surveillance intermédiaire, est-ce qu'il y a des trucs qui ont bougé, voilà, est-ce qu'il y a un truc qui est vraiment hyper sensible sur un critère majeur qui a changé, sur lequel il faut qu'on soit vigilant, etc. Hmm. En fait, ouais, c'est comme quand vous avez un doute sur la réglementation avec les impôts ou quoi, il vaut mieux les appeler avant, leur poser la question. Ça se Bien passe. sûr, oui, Voilà. clarifier. Ouais, parce que c'est tellement complexe que des fois, on peut aussi, pas par mauvaise foi, mais on peut passer à côté d'un truc. Et, voilà. Et après, donc, une fois qu'on est vraiment dans cette démarche-là, et moi, je pense qu'il ne faut pas vivre Calliope comme une contrainte, il faut plutôt Hmm. le vivre comme une opportunité je veux dire, d'améliorer ses process et d'être plus fluide, etc. Voilà. Parce que c'est vrai que si on le vit dans une contrainte, en tant que dirigeant, quand on répercute ça à ses équipes, bah, je vais être un peu vulgaire, mais ça peut l'impression que ça ennuie tout le monde, ça fait chier tout le monde. Alors que finalement, c'est quelque chose qui est plutôt vertueux dans son sens. Bon, après, on peut se dire c'est un peu tatillon, c'est un peu à la française, quoi, hein. Il y a beaucoup de formalisme, mais bon, on est dans un état jacobin, donc on vit avec, quoi. Tout à fait. Voilà. Mais ça a du bon aussi, hein. Il ne faut pas non plus être que des choses qui sont positives. Et moi, je trouve que c'est une opportunité parce que ça permet. Moi, j'ai essayé de rendre ça fun et j'en ai fait un challenge avec mes équipes, comme si on faisait une descente de slalom. Et je leur ai dit, voilà, je me doutais bien qu'on allait être renouvelé, mais je me suis dit, ben, on va chercher la perf ensemble. Hmm. J'ai mis des carottes si on avait un critère, deux critères, trois critères. Tiens, bon, on a fait un sans faute, ce qui est cool. Et voilà, du coup, ben, on s'était prévu trois niveaux de récompense, un repas, un apéro, enfin, un truc, voilà. Super. On s'est challengé là-dessus, on en a fait un truc fun. Et puis, ça va faire sortir des choses sur lesquelles on pouvait s'améliorer, quoi. Et Bien puis, sûr. par contre, il faut le prévoir bien en avance. Bien sûr. C'est-à-dire que nous, quand Hmm. on a fait l'audit, le premier audit, 3 mois après, on avait fait déjà un planning de travail sur un an. Donc, comme c'est un dossier qui est quand même assez profond et qui demande voilà, de la structuration, il vaut mieux en faire un par petit bout tout le temps que de se réveiller 3 semaines avant en disant putain, qu'est-ce qu'on n'a pas fait la veille, machin, c'est quoi Complètement. machin. Ouais, un vrai travail C'est de un fond. travail, c'est un fil rouge, quoi. C'est un fil rouge. Hmm. Ça nous a poussé un peu à amplifier nos exigences sur deux critères assez clairs, le handicap. Ouais. Voilà, bon, moi j'y suis, on y est très sensible dans l'entreprise du fait de ma situation perso. On Mhm. est voilà, déjà bien sensibilisé. Enfin, moi, parce que j'ai un enfant handicapé, je connais très bien tous les systèmes Ouais, bien sûr. d'accompagnement. En plus, il est en CFA, donc du coup, je suis à la fois parent et dirigeant d'un CFA, donc Hmm. ça nous a permis, etc. Mais je connais que son handicap à lui. Donc en Oui. fait, on a fait, rien qu'hier, on était avec le service de la GFIP là, pour travailler sur. Donc, on a fait une formation en interne et on a mis aussi à disposition de tous nos formateurs tous les outils diagnostic pour les PSH, des fiches d'accompagnement super bien qui ont été faites pour Sciences Po sur tous les troubles 10, etc. Parce que nous, dans notre activité, on n'a pas de handicap. En fait, c'est de sortir de la vision que le handicap, c'est une chaise roulante. Ce que me Bien disait sûr. voilà, c'est 4% du handicap, c'est des personnes en PMR, en mobilité réduite. Et alors qu'il y a beaucoup, chez nous, on a beaucoup de personnes qui ont des troubles de l'apprentissage, des DIS dans tous les sens.
Et du coup, on a mis en place, ça nous a un peu poussé à creuser le sujet. Et c'est chouette parce que du coup, c'est assez intéressant parce que sur nos 300 apprenants, on a quand même, depuis 2-3 ans, suite à cette démarche-là et à cette amplification-là, on accompagne 15 à 20 personnes qui sont en PSH vers l'emploi. Et ça, c'est quand même très chouette, très valorisant pour l'école et pour eux et pour nous. Et c'est vrai que ça nous a un peu poussé. Et comme déjà, on n'est pas beaucoup d'écoles et je pense qu'on est la seule école à avoir par l'histoire et par ce biais-là, c'est quelque chose qu'on affiche. Oui, oui, cette sensibilité. Voilà. Et puis, on a un webinaire d'accueil, enfin, etc., où on en parle. On dit, voilà, on Hmm, parle des PSH et on leur dit, voilà, il n'y a pas de fatalité, quoi. Et je veux dire, nous, en plus, comme on est ultra sensible à ça, on met les bouchées doubles. Enfin, je veux dire, on a de la fierté pour nos anciens, mais quand en plus ils sont PSH et qu'ils s'intègrent, on a encore plus de fierté, quoi, pour bien eux. sûr, Mm. bien sûr. Il y a une des valeurs de l'école, c'est l'humanité, hein, c'est super important. Enfin voilà, nous on a une version, on a c'est pas que, tu sais, dans beaucoup de boîtes, il y a des happy managers, machin. Nous, on essaye vraiment de l'incarner et pas de faire, enfin, c'est pas une boîte à pipeau pour faire du commerce, quoi. Oui, On y oui, croit, on y croit, voilà. Moi, je connais trop ce que c'est que le handicap et la souffrance que ça génère, pas aider les gens, quoi. Et je pense que la vie nous le rend bien parce que du coup, il se dégage de l'école avec les partenaires. Donc, c'est un peu le deuxième point sur lequel on a aussi accentué, c'est la relation avec nos partenaires Mhm. Oui, apprenants qui sont nos clients, bien sûr, hein, mais aussi toutes les entreprises partenaires et nos formateurs. On essaye d'être, même si les conditions financières ne sont pas simples, parce que les niveaux de prise en charge ont plutôt tendance à baisser, et on va dire le monde de la formation, c'est quand même en termes de renta, c'est un flux tendu, mais on essaye quand même de respecter nos partenaires, de ne pas les serrer et d'être dans des partenariats win-win. Donc, ça veut dire qu'on propose, par exemple, sur nos formateurs, un gros principe d'accompagnement sur les PSH, sur les modalités pédagogiques. Parce que l'école a vraiment tendance à dire, Marc, quand il a regardé ce qu'on faisait sur l'accompagnement des formateurs, par exemple, ou des entreprises, nous, on a mis à disposition un LMS avec des parcours gratuits pour que les gens puissent rentrer dans les méthodes de l'école, enfin, voilà, que les tuteurs, les maîtres d'apprentissage, ils voient ce qu'on fait tout au long de l'année. On essaye d'avoir des relations avec eux où ils ne cherchent pas que des apprentis pour avoir des bras gratos. Hmm. Une vraie démarche. Oui, vous leur apportez vraiment quelque chose, hein. Ben voilà, et après, c'est un investissement de départ, mais aujourd'hui, l'école, elle grandit parce que on a 40-45% de nos apprenants qui viennent aujourd'hui par le réseau. Hmm. Oui, Et c'est énorme. ah ouais, c'est énorme, c'est énorme, et ça c'est chouette, voilà. Donc Calliope on était déjà conscient de ça, mais ça nous a entre guillemets stimulé pour aller plus en avant là-dessus. Et Marc nous disait, voilà, vous êtes vachement au-dessus, enfin, sur certains points, vous êtes hyper au-dessus des exigences. Mais je lui dis, ça nous a donné c'est un truc auquel on n'avait absolument pas réfléchi, et ça nous a donné cette opportunité-là, quoi. Je vais vous répondre deux concepts qui sont assez faciles à comprendre. Calliope, c'est un examen et l'autre, ce sont des concours. Donc, l'examen, on peut se préparer. Ça demande une préparation rigoureuse, mais si vous bossez, vous avez des chances de l'avoir. Le concours, il faut être premier ou rien. C'est premier ou rien. Donc, ouais, il y a un côté compétition qu'il n'y a pas dans Calliope. Oui, tout Ce à n'est pas fait. le concours du meilleur organisme de formation, c'est le concours de est-ce que je suis dans les clous est-ce que j'ai le niveau suffisant pour avoir la certification, alors que le concours, c'est une compète, quoi. Même si tu es bon, il faut être très très bon, il faut être le meilleur. Oui, oui. Oui, il y a ce côté sportif finalement qui. Ouais, voilà. Après, c'est vrai que sur la préparation, il y a des choses qui sont similaires dans la rigueur, dans le plan d'action. Voilà, c'est des choses qu'il faut structurer. Mais c'est vrai que le concours, on le vit avec une pression quadruple. Parce que Calliope, voilà, je veux dire, quand on a abordé l'audit de surveillance, voilà, on était assez serein, hein. On s'est dit, bon, voilà, on a fait le taf, on est en place, bon, peut-être des trucs qui sont pas Oui, carrés. vous étiez préparé, quoi. Ouais, Hmm. voilà, après, alors que le concours, j'étais très préparé le jour du concours, mais bon, s'il y a si ce jour-là, je suis enrhumé, s'il y a un type qui est meilleur que moi ce jour-là, Bien sûr. Oui, il y a des éléments qu'on ne contrôle pas finalement. ouais. Premier point de vue, un point de vue historique, parce qu'avant 1850, avant le phylloxéra, il y avait des vignes partout en France, en Bretagne, dans la Mhm. Sarthe, dans le Pas-de-Calais, il y en avait vraiment partout.
parce que le vin voyageait mal. Il était donc à chaque fois qu'il y avait C'est un un produit cycle du vin, local. il y avait des vignes pour fournir la consommation locale. Ça, c'est un premier point. Et le deuxième point, le réchauffement climatique, c'est pas une chimère, hein, puisque depuis 40 ans, la date moyenne des vendanges, elle, est, euh, elle a été ramenée 3 semaines, même en modifiant les années précoces ou tardives. Et automatiquement, il faut que la filière, enfin bon, de façon plus générale, il faut que l'homme ait une relation un peu différente avec la nature, parce qu'il se considère en dehors de la nature, il a oublié qu'il était dans la nature, qu'il n'était pas en dehors, mais qu'il comprenne qu'il est dedans. Et aujourd'hui, la filière viticole, enfin, par musique d'aspect, la surmaturité des raisins, les problèmes de sécheresse, enfin, voilà, c'est clair. Après, je pense que il y a des solutions. Je pense que malheureusement, on est en train de partir sur des solutions techniques comme l'irrigation, comme le travail avec des cépages hybrides qui demandent moins d'eau, etc. Pour moi, c'est des solutions à court terme qui ne vont pas aller bien loin. Je pense que si on travaille la vigne différemment, c'est-à-dire si on va sur des pratiques vertueuses avec moins de produits phytosanitaires, qu'on travaille sur des Mm. sols vivants, qu'on travaille sur l'enracinement, vitis vinifera, donc les variétés de vigne ont une capacité quand même à réagir et à traverser le sujet, hein. On le voit, hein, de toute façon, moi j'ai des amis qui sont en biodynamie là, sur Châteauneuf-du-Pape. Je veux dire, eux, ils ont quasiment pas de problème de stress hydrique parce que les vignes sont enracinées, ils bossent bien, ils sont vertueux. Le type qui est dans la parcelle à côté, qui passe du Roundup et qui tasse les Ouais, sols, bien sûr. arrivé au 15 juillet, les vignes, elles font la gueule, hein. C'est sûr. Oui, oui, c'est sûr que s'inscrire dans un Après, je ne cercle sais pas, vertueux. non, moi je vous parle pour les 40 ou 50 prochaines années. Après, si Mm. le réchauffement climatique s'intensifie plus, ce que je vous dis, je ne sais pas si ça aura du sens, si ça sera suffisant, je sais pas. Oui, bien sûr, bien sûr. En tout cas, il est grand temps de se réveiller, hein.